Le sol de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière est froid, glacé même, sous mes bottes. Pierre est là, à quelques mètres, affalé sur une chaise en plastique, une infirmière lui pansant le flanc. Mon propre frère. C'est absurde, vous ne trouvez pas? Il y a, combien? 7 ans? C'est ça, 7 ans. Ce même Pierre que j'avais tant de fois protégé dans la cour d'école. Celui pour qui j'aurais déplacé des montagnes. Et maintenant, ici, au milieu de ce vacarme assourdissant d'un service d'urgence, je le regarde et je ne vois qu'un étranger. Un traître. Ses yeux fuyants ne rencontrent pas les miens. Un peu comme ce soir-là, il y a 7 ans, quand tout a basculé. Le fracas. Le verre de whisky, un Macallan de 18 ans, s'est brisé sur le marbre immaculé du balcon du Grand Palais. Ses éclats résonnant comme un coup de fusil. Paris, en contrebas, scintille, indifférente. Les lumières de la ville dansent, se moquant de mon monde qui vient de basculer. J'avais cette main serrée autour de mon téléphone, mon sang se glaçant. Rousseau venait de me dire qu'elle était partie. Marie, ma Marie, partie. Avant ce fracas, ce n'était que faste. Le Grand Palais brillait de 1000 feux. Les lustres en cristal projetant des éclats aveuglants sur la foule. Je tourbillonnais au milieu des invités, un sourire impeccable accroché aux lèvres, l'assurance du capot de la famille Rossi. Julien Rossi. Mon nom résonnait dans ces murs, lavé par l'argent propre de l'immobilier de luxe et des start-up technologiques. C'était mon soir, le lancement de la Fondation Rossi, une vitrine philanthropique censée me rendre intouchable. J'étais en costume 3 pièces de Milan, le tissu noir épousant parfaitement mes larges épaules. Mais derrière ce masque de réussite, mon esprit était tendu, concentré sur la fusion qui se tramait dans l'ombre. Le contrôle des routes maritimes de Marseille, une affaire juteuse avec le syndicat Odenau. La moindre erreur et l'édifice fragile que j'avais patiemment bâti s'effondrait. Mon téléphone avait vibré, une première fois, puis une seconde, une troisième, implacablement. J'avais froncé les sourcils. L'écran affichait la photo de Marie, souriante, la main posée sur son ventre arrondi. 8 mois, presque là. Pas maintenant, Marie, avais-je murmuré, refusant l'appel, le glissant dans ma poche comme un secret honteux. C'était comme une piqûre d'épingle dans mon assurance. Un dérangement. Des problèmes au paradis? Sophie O'Donnell était apparue à mes côtés, l'incarnation du danger dans sa robe de soie rouge. Elle était sublime, dangereuse, la clé de cette alliance. Sa voix rauque, un murmure prometteur et un peu moqueur. Juste ma femme, avais-je répondu, forçant un sourire charmant. Elle s'inquiète trop. Les hormones, vous savez. Sophie avait ri, un son grave qui avait caressé l'air. Vous devriez être gentil avec elle, Julien. Porter un enfant, c'est un travail difficile. Je lui ai donné l'appartement, les chauffeurs, la sécurité. Avais-je rétorqué, ma voix durcissant malgré moi. Elle a tout ce dont elle a besoin. Ce soir, je dois me concentrer. Puis mon téléphone avait vibré à nouveau, 3 fois d'affilée. L'insistance même me mettait hors de moi. J'avais dit à Marie, ne me dérange pas ce soir, à moins que la maison ne soit en feu. J'étais en train de construire l'avenir de notre enfant, et elle harcelait mon téléphone comme une gamine au lycée. J'avais sorti l'appareil, le pouce hésitant au-dessus de l'écran. Un message texte était apparu. « Julien, s'il te plaît, réponds. J'ai peur. Le garde de sécurité, il agit bizarrement. » Je n'avais pas fini de lire. L'agacement, la colère même m'avaient envahi. J'avais vu Patrick O'Donnell, le patriarche, s'approcher. C'était le moment. La poignée de main, le marché. Assez, avais-je sifflé, mon doigt tapotant les paramètres. Bloquer l'aplomb. Le silence s'était fait. Un silence lourd, oppressant, que je n'avais pas su décrypter. J'avais pris une grande inspiration, ajusté mes manchettes et m'étais tourné vers O'Donnell, un sourire victorieux plaqué sur le visage.
Patrick, quel plaisir de vous voir. Les 20 minutes qui avaient en suivi, j'avais été le roi du monde. Les rires, les poignées de main, les toasts à l'avenir. Le marché était conclu. Les routes étaient miennes. J'avais gagné. Célébrons ça, avait dit Patrick O'Donnell en me tapant dans le dos. J'ai une bouteille de 192 ensuite. 5 minutes, avais-je demandé en consultant ma Rolex. J'ai besoin d'éclaircir mes pensées. C'est ça. J'avais besoin d'éclaircir mes pensées. L'adrénaline se dissipait, laissant place à une sensation lancinante dans l'estomac. C'était le silence. Le téléphone n'avait pas vibré depuis 30 minutes. Je l'ai bloqué, m'étais-je souvenu. Mon Dieu, elle va être furieuse. J'avais sorti mon téléphone, débloqué son numéro. D'accord, Marie, avais-je murmuré en la rappelant. Je suis désolé. J'écoute maintenant. Messagerie vocale. Salut, vous êtes sur la messagerie de Marie. Laissez un message. J'avais froncé les sourcils. Marie ne coupait jamais son téléphone. Jamais. Quand j'étais dehors, elle attendait toujours mon appel, anxieuse, je suppose. J'avais appelé le fixe de la maison. Personne. Puis Rousseau, le chef de ma sécurité. Oui, patronne? Sa voix était nonchalante. Ma femme est là? Avais-je demandé, agrippant la balustrade du balcon. Madame Rossi? Non, patron. Elle est partie il y a environ 1 heure. Mon sang s'était glacé. Partie où? Elle est alitée, Rousseau. Elle a dit qu'elle venait vous rejoindre, avait répondu Rousseau, l'air confus. Elle a dit que vous aviez envoyé une voiture pour elle. Une escalade noire. Le chauffeur avait les codes. Ma main avait commencé à trembler. Je n'ai pas envoyé de voiture, Rousseau. Mais il avait les codes d'accès, patron. Ceux que vous ne donnez qu'à votre cercle intime. C'est là que le verre avait glissé de mes doigts. Le fracas, l'écho comme un coup de fusil. Localise cette voiture, avais-je hurlé dans le téléphone, ma voix craquant. Localise-la tout de suite. Je ne peux pas, patron. Le traceur est mort. Dernier signal près des docks de Marseille. J'avais regardé l'horizon de Paris, les lumières floues alors que la panique, froide et suffocante, m'étreignait la gorge. Mes yeux étaient tombés sur le message texte que j'avais ignoré plus tôt. Le garde de sécurité, il agit bizarrement. Je n'avais même pas fini de le lire. Je l'avais bloqué au moment même où elle était enlevée. Je n'avais pas pris l'ascenseur. J'avais dévalé les escaliers de secours, déboulant dans le hall du Grand Palais comme un fou. Mon équipe de sécurité, réalisant que quelque chose n'allait pas, s'était précipitée. « La voiture !» avais-je hurlé, bousculant un valet stupéfait. J'avais plongé à l'arrière de mon SUV blindé, mes mains tremblantes alors que je rappelais Marie. Messagerie, messagerie, messagerie. Où allons-nous, patron? Avait demandé mon chauffeur, Léo, les yeux écarquillés dans le rétroviseur. Les docks, avais-je dit, ma voix à peine un murmure. Va au dernier emplacement connu. Alors que la voiture filait à travers les rues de Paris, ignorant les feux rouges, j'avais déverrouillé mon téléphone et relu le dernier message. Le garde de sécurité. Russe! Avais-je aboyé dans le téléphone, la ligne toujours ouverte? Qui était à la grille ce soir? Qui a laissé entrer la voiture? C'était Marco, patron. Nouveau gamin, on l'a vérifié. Trouvez Marco, avais-je grondé. Amenez-le-moi. S'il n'est pas à la grille, trouvez où il vit. Démolissez sa maison. Patron, Marco est mort. La voix de Rousseau tremblait. On vient de le trouver dans le poste de garde. Une seule balle dans la tête, silencieux. On n'a rien entendu. J'avais fermé les yeux. C'était professionnel. Pas un enlèvement aléatoire. Quelqu'un connaissait les codes. Quelqu'un connaissait les changements d'équipe. Je l'ai bloqué. La pensée tournait en boucle dans mon esprit, une torture. Elle m'appelait à l'aide et je l'ai bloqué. Le SUV avait freiné brusquement au bord du vieux port de Marseille, près d'une étendue désolée d'entrepôts désaffectés. J'avais donné un coup de pipi dans la porte avant même que la voiture ne soit complètement arrêtée. « Déployez-vous »
avais-je ordonné à mes hommes. Cherchez n'importe quoi. Une trace de pneu, un téléphone, n'importe quoi. Je m'étais précipité vers le bord de l'eau. Le vent était glacial, portant des odeurs de sel et de gasoil. J'avais scanné le pavé sombre. Rien, juste des ordures et des ombres. Puis je l'avais vu. Une lueur brillante dans la boue près d'un conteneur rouillé. Je m'étais effondré à genoux. C'était un bracelet de charme, une chaîne en argent avec une petite poussette miniature. Je l'avais acheté pour elle la veille. Elle avait promis de ne jamais l'enlever. « Marie !» avais-je hurlé, le nom déchirant ma gorge, brut et torturant. « Marie !» Le silence m'avait répondu. Mon téléphone avait sonné. Je l'avais saisi, priant pour que ce soit elle. Non, c'était un numéro inconnu. « Parle !» avais-je dit, ma voix mortellement calme. Julien Rossi. Une voix déformée avait crépité dans le haut-parleur. « Tu as belle allure en smoking, un peu affligé peut-être, mais bien. Si tu la touches, avais-je dit, les larmes coulant sur mon visage. Je brûlerai cette ville entière pour te retrouver. Elle est enceinte, sale ordure. » Nous savons, avait interrompu la voix. C'est la police d'assurance. Tu as quelque chose que nous voulons, Julien. Les routes maritimes que tu viens d'obtenir d'Odenel. Signe-les à la société écrin que je viens de t'envoyer par email. Fais-le dans l'heure. D'accord, avais-je dit immédiatement. Prends-les, prends tout. Laisse-moi juste entendre sa voix. Ah, 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 la voix s'était moquée. Pas si vite, les affaires d'abord. Ensuite, nous te laisserons peut-être dire au revoir. Laisse-moi l'entendre, avais-je rugi. Il y avait eu une pause, puis un son étouffé, un gémissement. Julien, c'était Marie. Sa voix était faible, terrifiée. Marie, bébé, je suis là, j'arrive, je suis désolé, tellement désolé de ne pas avoir répondu. Julien, s'il te plaît, avait-elle sangloté. Mon ventre, ça fait mal. Je crois que la poche des os s'est rompue. Julien, le bébé arrive. La ligne était morte. J'avais regardé le téléphone, mon monde basculant sur son axe. Elle était en train d'accoucher. Elle était entre les mains de mes ennemis, et elle accouchait. J'avais levé les yeux vers mes hommes, mes yeux brûlants d'un feu qui avait terrifié même mes soldats les plus loyaux. Appelez l'équipe technique, avais-je dit, ma voix vide d'émotion. Tracez cet appel et appelez les O'Donnell. Dites à Patrick que l'accord est rompu. Léo avait hésité. Patron, si vous reniez les O'Donnell maintenant, ils déclareront la guerre. Nous nous battrons sur deux fronts. Je m'étais tourné vers Léo, mon visage un masque de pure violence. Je me fiche de la guerre, Léo. Je me fiche de l'argent. Ce soir, tout le monde meurt. Maman, ici je dois faire une pause. C'est fou, n'est-ce pas? Cette vie que j'ai pensé maîtriser, que j'avais construite avec tant d'efforts, s'est effondrée en quelques heures. Un simple appel ignoré, une décision prise par arrogance, et tout est parti en fumée. Le pire, c'est que je pensais agir pour le bien de ma famille, pour l'avenir de mon enfant. Et pourtant, chaque action que j'ai entreprise ce soir-là, chaque choix, chaque mot prononcé, a conduit directement à cette catastrophe. C'est l'ironie cruelle du destin, je suppose. On pense tout contrôler, être invincible, et on se retrouve à genoux, impuissant, face à l'étendue de ses propres erreurs. C'est une leçon que je n'oublierai jamais. Une cicatrice gravée au fer rouge. Une leçon sur la rapidité avec laquelle tout peut s'effondrer quand on perd de vue l'essentiel. À quoi bon tout cet empire si on perd ce qui le rendait vivant? Mais ce n'était que le début du cauchemar. Il fallait continuer à avancer, même si chaque pas me coûtait. Le compound des Rossi était d'ordinaire une forteresse de silence. Mais ce soir-là, c'était une salle de guerre. Des moniteurs tapissaient les murs de mon bureau, affichant des cartes, des grilles téléphoniques et des flux en direct des caméras de circulation de toute la ville. J'avais jeté ma veste de smoking. Ma chemise blanche, relevée jusqu'au coude, était maculée de boue des docks. Je ne m'étais pas assis depuis 3 heures.
L'appel a rebondi sur 3 serveurs, avait dit Eric, mon spécialiste tech, un jeune homme nerveux, tapant frénétiquement. Singapour, Moscou, puis un téléphone jetable dans la banlieue parisienne. Mais la modulation vocale, je l'ai déjà entendue. Où? Avais-je exigé, me penchant sur l'épaule d'Eric. C'est de qualité militaire, avait dit Eric. Pas du standard de petite frappe, c'est de la tech de contractant privé, genre Blackwater, vous voyez? J'avais fait les 100 pas dans la pièce. Qui a accès à ça? Les Russes, les triades, ou quelqu'un sur la masse salariale, avait dit une voix depuis l'entrée. Je m'étais retourné. C'était mon frère, Pierre. Pierre était le mouton noir de la famille, celui que j'avais écarté parce qu'il était trop imprudent. Pierre était entré, l'air ébouriffé mais sobre. « J'ai entendu pour Marie », avait dit Pierre, sa voix basse. « Je suis là pour aider. » « Je n'ai pas besoin de ton chaos ce soir, Pierre, avais-je claqué. « Tu as besoin de moi parce que je sais qui l'a prise, avait dit Pierre, jetant un dossier sur mon bureau. J'avais regardé la chemise en carton. Je l'avais ouverte. À l'intérieur, des photos du chef de la sécurité d'Odenel, un homme nommé Henderson, rencontrant un homme que j'avais immédiatement reconnu. Silas Thorne. Silas était un fantôme, un mercenaire exilé du monde souterrain de Paris 5 ans plus tôt pour avoir enfreint la seule règle que les criminels respectaient, passe de père, pas d'enfant. Silas est de retour, avais-je murmuré. Il n'est jamais parti, avait dit Pierre. Il a travaillé pour le rival d'Odenel, la famille Vane. Mais voici le coup de théâtre, Julien. Regarde l'horodatage sur cette photo. J'avais vérifié la date, c'était la veille. Henderson travaille pour Odenel, avais-je dit, les rouages tournant dans ma tête. Si Henderson rencontre Silas, alors O'Donnell t'a piégé, avait terminé Pierre. La fusion était un piège. Il te voulait à la fête, distrait, pendant que son homme de main enlevait Marie. Il veut les routes et ton influence. Il savait que tu signerais tout pour la sauver. Une rage si pure m'avait envahi qu'elle m'avait presque calmé. La poignée de main, le champagne, le sourire sur le visage de Patrick O'Donnell, pendant que Marie était traînée hors de chez nous. « Eric », avais-je dit, ma voix étrangement calme, « localise le téléphone de Henderson maintenant. » « Je l'ai, avait dit Eric. Il est dans un entrepôt à la Villette, stationnaire. J'avais attrapé un fusil semi-automatique sur le râtelier mural. J'avais jeté un pistolet à Pierre. Je croyais que j'étais le chaos, avait-il ricané, vérifiant le chargeur. Ce soir, avais-je dit, en sortant par la porte, le chaos est exactement ce dont j'ai besoin. Parfois, la nuit, quand le sommeil me fuyait dans ma cellule, je pensais à une époque bien plus simple, avant que le nom Rossi ne soit synonyme de pouvoir et de peur. Je me rappelais une après-midi d'été, sur la plage de Deauville, Pierre et moi, gamins insouciants. Nous construisions un château de sable immense, et j'avais eu l'idée folle d'y creuser une douve, remplie d'eau de mer. Pierre, lui, voulait y planter un drapeau noir, un pirate. Nous nous étions disputés, puis avions fini par rire, les pieds dans l'eau glacée, le sel sur les lèvres. Ce souvenir innocent était devenu, avec les années, une chimère douloureuse. Une preuve que l'affection fraternelle pouvait exister, pure et simple, avant d'être corrompue par l'envie et les jeux de pouvoir. Le visage de ce petit Pierre, joyeux et complice, hantait les traits du traître que je venais de trouver. La route vers la Villette s'était déroulée dans un silence pesant. Cette fois, je n'avais pas roulé vite. J'avais conduit avec la précision d'un exécuteur. J'avais 8000 mots de vengeance écrits dans mon cœur, mais je n'avais besoin que d'une seule action. Nous nous étions arrêtés à 2 pâtés de maison de l'entrepôt. C'était un vieil abattoir, abandonné depuis des années. « Léo, prends l'arrière. Prenons l'arrière, avais-je ordonné dans mon oreillette. « Pierre, tu es avec moi à l'avant. Personne ne fait un bruit avant que je le dise. » Nous nous étions déplacés dans les ombres, silencieux comme la mort. Je m'étais approché de la porte latérale rouillée. J'avais pu entendre des voix à l'intérieur. « Elle crie trop. Donnez-lui quelque chose pour la faire taire. »
Mon cœur battait la chamade. C'était la voix de Silas. Je ne peux pas, avait répondu une autre voix, Henderson. Elle est en train d'accoucher, Silas. L'enfant arrive. Si on la drogue, le bébé meurt. Le patron veut l'héritier comme levier, tu te souviens? D'accord, avait grogné Silas. Cherchez le docteur, mais si elle ne s'était pas, je lui coupe la langue. Je n'avais pas attendu de signal. Je n'avais pas attendu de renfort. J'avais enfoncé la porte d'un tel coup de pied qu'elle s'était détachée de ses gonds. La pièce s'était figée. Silas et Henderson s'étaient tournés, la surprise se lisant sur leurs visages. J'avais levé mon fusil. Je n'avais pas visé leur tête. J'avais visé leurs genoux. Bang, bang. Henderson était tombé en hurlant alors que sa rotule se désintégrait. Silas, plus rapide et plus expérimenté, avait plongé derrière une caisse, tirant à l'aveuglette. « Marie !» avais-je hurlé, tirant des rafales suppressives sur la position de Silas. « Julien !» Son cri était venu d'un petit bureau à l'arrière de l'entrepôt. C'était un cri de pure douleur. « Pierre, occupe-toi de Silas !» avais-je ordonné. « Va chercher Marie !» J'avais sprinté à travers la pièce ouverte, les balles sifflant près de ma tête. Je m'en fichais. J'avais atteint la porte du bureau et l'avais ouverte d'un coup de pied. Marie était allongée sur un matelas sale, la sueur collant ses cheveux à son front. Sa robe était déchirée et il y avait du sang, trop de sang. « Julien !» avait-elle haleté, me tendant une main tremblante. « Le bébé !» Quelque chose ne va pas. J'avais laissé tomber mon arme et m'étais effondré à ses côtés, agrippant sa main. « Je suis là, bébé. Je suis là. Regarde-moi. Respire. Je suis là. » Ça fait mal, avait-elle pleuré, son corps se convulsant. Je n'y arrive pas. Si tu peux, avais-je dit, les larmes brouillant ma vision. Tu es une Rossi, tu es une reine, tu peux le faire. Dehors, le son des coups de feu avait éclaté à nouveau. Pierre engageait Silas. Nous devons partir, avais-je dit, essayant de la soulever. Je ne peux pas bouger, avait crié Marie. Il arrive, le bébé arrive. J'avais réalisé, le cœur serré, qu'il ne partirait pas. Pas encore. J'allais devoir accoucher de mon enfant dans un entrepôt au milieu d'une fusillade, à 3 mètres des hommes qui voulaient nous tuer. J'avais regardé la porte. Je n'avais aucune couverture. J'avais regardé Marie. Elle s'évanouissait. D'accord, avais-je dit, remontant mes manches. D'accord, nous le faisons d'ici. Le bureau de l'entrepôt était une petite boîte suffocante de peinture écaillée et de l'odeur métallique de la terreur. Dehors, derrière la fine porte en contreplaqué, la guerre faisait rage. Le claquement sec du pistolet de Pierre était la seule chose qui tenait les loups à distance. Mais je savais que mon frère ne pourrait pas retenir une escouade de mercenaires éternellement. À l'intérieur, la bataille était différente. C'était biologique, primal. « Julien !» Marie s'était cambrée, un hurlement guttural s'arrachant à sa gorge, couvrant les coupes de feu. Ses jointures étaient blanches alors qu'elle me serrait l'avant-bras, ses ongles s'enfonçant dans ma peau, tirant du sang. « je suis là, avais-je bégayé. J'avais négocié des accords avec des cartels, ordonné des contrats et affronté des agents fédéraux, mais mes mains tremblaient de façon incontrôlable alors que je me positionnais au pied du matelas sale. « Pousse, Marie, tu dois pousser. » « Je ne peux pas, avait-elle sangloté, se tordant d'un côté à l'autre. Je suis trop faible. Ils m'ont fait du mal, Julien. Ils m'ont frappé. » Une rage rouge m'avait aveuglé une seconde, chaude et brûlante. Ils l'ont frappé. J'avais voulu me lever, attraper mon fusil et massacrer tout être vivant dans le bâtiment. Mais je ne pouvais pas la quitter. « Regarde-moi, avais-je commandé, ma voix craquant. J'avais caressé son visage, maculant de sang et de crasse sa joue pâle. « Concentrez-vous sur moi. Pas sur la douleur, pas sur le bruit, juste sur moi. Tu vas mettre notre fille au monde et nous allons sortir d'ici. Tu m'entends? Pousse! » Marie avait crié à nouveau. Un son d'effort pur. Blam!
Une balle avait traversé le placoplâtre à quelques centimètres de ma tête, nous aspergeant de poussière blanche. Un peu occupé ici, Julien, avait crié Pierre depuis le couloir, sa voix tendue. Silas a un fusil à pompe, il me reste un chargeur. Achète-moi 2 minutes, avais-je rugi en retour. Je vois la tête. Moi avais-je murmuré à Marie, mon cœur martelant ma poitrine comme un oiseau piégé. Elle est presque là. Un dernier effort, bébé, le plus grand que tu es. Marie avait haleté, ses yeux se révulsant. Elle s'évanouissait. La perte de sang due au traumatisme la rattrapait. Marie, reste avec moi. J'avais légèrement giflé sa joue. N'ose pas fermer les yeux. N'ose pas me laisser seul avec ça. Je t'aime, avait-elle marmonné, sa voix traînante. Dis-le-moi plus tard, avais-je claqué, la panique me saisissant la poitrine. Pousse! Avec un dernier effort bouleversant, Marie avait poussé. J'avais guidé la petite forme glissante dans le monde. Le silence. Les coups de feu à l'extérieur s'étaient arrêtés un bref instant pendant que Pierre rechargeait. Dans ce vide sonore, le silence dans la pièce était assourdissant. Le bébé était bleu, immobile. Non, avais-je murmuré. Non, non, non. Je tenais la petite enfant dans mes grandes mains rugueuses. C'était une fille. Elle ressemblait exactement à Marie. Elle est, avait murmuré Marie, sa tête roulant sur le côté, ses yeux à peine ouverts. Elle pleure? Je n'avais pas répondu. J'avais utilisé mon pouce pour dégager les voies respiratoires du bébé, frottant vigoureusement son petit dos. Allez, allez, petite guerrière, respire. Rien. Julien. La voix de Marie était un fantôme. Dehors, un lourd bruit sourd avait secoué la porte. Quelqu'un essayait de l'enfoncer. « Julien, je n'ai plus de munitions !» avait crié Pierre. « Ils entrent !» J'avais regardé la porte, puis ma fille silencieuse, puis ma femme mourante. Les sueurs de ma vie se refermèrent sur moi. J'avais porté le bébé à ma bouche, couvrant son petit nez et sa bouche des miens, insufflant une douce bouffée d'air dans ses poumons. « S'il te plaît, prends mon souffle. Prends ma vie. Respire juste. » J'avais frotté sa poitrine à nouveau. Une guerre. « Hé! » Un cri aigu et fin avait percé l'air. C'était le plus beau son que j'ai jamais entendu. La poitrine du bébé s'était soulevée. Sa peau s'était colorée de rose. Alors que l'oxygène atteignait son sang, elle était vivante. Elle pleure, avait respiré Marie, une larme glissant sur sa tempe. Elle est en sécurité. Crash! La porte avait volé en éclats. Une botte avait enfoncé le verrou. Je n'avais pas hésité. J'avais enveloppé le bébé hurlant dans ma veste de smoking, l'avais poussé dans les bras faibles de Marie et m'étais retourné, attrapant mon fusil sur le sol. Silas Thorne se tenait dans l'embrasure de la porte, un fusil à pompe Mossberg braqué sur le lit. Moment émouvant, avait ricané Silas, le visage ensanglanté par la défense de Pierre. Vraiment. Je n'avais pas parlé, je n'avais pas négocié. Je m'étais déplacé avec la vitesse d'un animal désespéré. Alors que Silas armait le fusil à pompe, je m'étais jeté en avant, taclant les jambes du mercenaire. Le fusil à pompe s'était déclenché, faisant un trou dans le plafond. Il s'était écrasé dans le couloir. J'étais plus jeune, plus fort, alimenté par la rage d'un père. Silas était expérimenté, mais il avait fait une erreur fatale. Il m'avait laissé entendre ma fille pleurer. J'avais plaqué Silas au sol de béton, mes mains trouvant la gorge du mercenaire. Je n'avais pas utilisé de technique. J'avais utilisé la force brute. J'avais serré, mes pouces s'enfonçant dans la trachée de l'homme, écrasant le cartilage. Silas avait griffé mes yeux, mais je n'avais pas scellé. J'avais fixé l'âme de l'homme alors que la lumière s'en éteignait. C'était pour avoir bloqué le numéro de ma femme, avais-je sifflé, bien que cela n'ait de sens pour personne d'autre que moi. C'était ma propre culpabilité que j'étranglais. Quand Silas avait cessé de bouger, je m'étais relevé en haletant. Pierre était affalé contre le mur opposé, se tenant le flanc.
Il saignait d'une blessure par balle à l'abdomen. « Elle est... » avait demandé Pierre, toussant du sang. « Elle est vivante » avais-je dit. Je m'étais précipité dans la pièce. Marie tenait le bébé, mais sa prise était lâche. Ses yeux étaient fixés sur le plafond, vitreux et lointain. « Marie !» Je m'étais effondré à genoux. « Marie, nous l'avons fait. S'il est eu, nous rentrons à la maison. » Elle n'avait pas répondu. Sa poitrine ne bougeait pas. « Marie !» Je l'avais secoué par les épaules. Le bébé, blotti contre le corps froid de sa mère, avait recommencé à pleurer. « Non, 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 ne fais pas ça. » J'avais pressé 2 doigts sur son cou. Un pouls. Faible, filiforme, fluttering comme un papillon de nuit mourant. « Pierre !» avais-je crié. « Prends la voiture, elle est toujours avec nous. Roule !» Le trajet jusqu'à l'Hôtel-Dieu à Paris n'était qu'un flou de feux rouges et de prières terrifiantes. Pierre conduisait d'une main, l'autre pressant un chiffon sur son flanc ensanglanté. Je m'étais assis à l'arrière, la tête de Marie sur mes genoux, le bébé blotti en sécurité dans le creux de mon bras contre ma poitrine. « Reste avec moi, Marie », avais-je murmuré, caressant ses cheveux. « Tu as froid. Je sais que tu as froid, accroche-toi. » J'avais regardé mon téléphone. L'écran était fissuré, mais il fonctionnait toujours. J'avais vu la notification de plus tôt. Contact bloqué. L'ironie avait un goût de cendre dans ma bouche. Je l'avais bloqué pour sécuriser une affaire qui s'était avérée être un piège. J'avais échangé sa sécurité contre une signature sur un morceau de papier qui ne signifiait rien. Julien. J'avais baissé les yeux. Les yeux de Marie s'entr'ouvraient sans focus. « Entends, bébé. » Le nom, avait-elle murmuré. Quel nom? Le bébé, avait-elle sifflé, un filet de sang s'échappant du coin de sa bouche. Appelle-la Aurore. Aurore, avais-je suffoqué. Comme l'aube. C'est magnifique. Tu pourras lui dire toi-même dans 10 minutes. J'ai essayé de t'appeler, avait dit Marie, sa voix à peine audible sous le rugissement du moteur. Je t'ai appelé, Julien. Les mots m'avaient frappé plus fort qu'une balle. Je sais, avais-je sangloté, des larmes dégoulinant sur son visage. Je sais et je suis désolé. J'étais occupé. J'étais stupide. Je ne manquerai plus jamais un appel. Je le jure. C'est bon, avait-elle soupiré, son corps se relaxant. Tu es venu. Tu viens toujours. Ses yeux s'étaient posés sur le bébé. Elle avait souri. Une chose faible, fantomatique. Prends soin de notre aube. Marie, son souffle s'était coupé, puis s'était relâché dans un long soupir tremblant. Et puis, il n'y avait plus rien. La voiture avait fait un écart en heurtant un nid de poule. Mais Marie n'avait pas réagi. Sa tête avait roulé mollement contre ma cuisse. « Pierre, roule plus vite !» avais-je crié, vérifiant le pouls à nouveau et accélérant. « Il n'y a plus de pouls. Roule plus vite, Pierre !» Nous avions freiné en crissant des pneus dans la baie des urgences de l'hôpital. Je n'avais pas attendu que la voiture s'arrête complètement. J'avais donné un coup de bip dans la porte, trébuchant dehors avec le bébé dans un bras et tirant le corps inanimé de Marie de l'autre. « À l'aide !» avais-je rugi, ma voix résonnant sur les murs de béton. « J'ai besoin d'un médecin! Quelqu'un! Aidez ma femme! » Des infirmières et des aides-soignants nous avaient assaillis. Ils avaient mis Marie sur un brancard. Une infirmière avait essayé de prendre le bébé, mais je lui avais grogné dessus, serrant Aurore plus fort. « Sauvez-la !» J'avais attrapé le médecin par les revers de sa blouse blanche. « Vous la sauvez ou j'achète cet hôpital et je le brûle avec vous à l'intérieur. »« Nous ferons de notre mieux, monsieur. Lâchez-moi. » Il l'avait emmené derrière des portes doubles. Je me tenais là, couvert du sang de mon ennemi et de ma femme, tenant un nouveau-né enveloppé dans une veste de smoking. L'adrénaline s'était effondrée. Le silence de la salle d'attente de l'hôpital s'était abattu sur moi comme un linceul. Pierre avait boité jusqu'à moi, s'asseyant lourdement sur une chaise en plastique. « Elle est forte, Julien. C'est la femme la plus forte que je connaisse. » Je ne m'étais pas assis. Je faisais les 100 pas. J'avais regardé le bébé. Aurore dormait maintenant,
indifférente à la tragédie qu'il avait mise au monde. 10 minutes vers 21 heures. Le médecin était sorti, il avait de l'air fatigué, il avait baissé son masque. J'avais arrêté de faire les 100 pas. Je connaissais ce regard. J'avais vu ce regard sur mon propre visage lorsque j'avais dû annoncer de mauvaises nouvelles aux veuves de mes soldats. « Monsieur Rossi » avait dit le médecin doucement. « Non » avais-je murmuré. Elle a eu une hémorragie interne massive, le traumatisme de l'agression combiné à l'accouchement non assisté. Elle a perdu trop de sang avant d'arriver. Nous avons tout essayé. J'avais senti mes genoux céder. Je m'étais laissé glisser le long du mur, me recroquevillant autour du bébé. Elle est partie. Les mots résonnaient dans ma tête. Appel bloqué. Les mots résonnaient dans ma tête. Appel bloqué. Quelques minutes plus tard, elle était partie. Ce n'était pas juste une expression, c'était ma réalité. J'avais sorti mon téléphone. J'étais allé sur ma messagerie vocale. Il y avait un nouveau message de Marie. Horodaté 20h15, le moment exact où je l'avais bloqué. J'avais porté le téléphone à mon oreille, le pressant fort, ayant besoin de l'entendre une dernière fois. Julien, c'est moi. Écoute, le garde à la grille. Ce n'était pas Marco. C'était quelqu'un d'autre. Et j'ai vu une voiture qui attendait au bout de la rue. Elle ressemblait à la voiture de ton frère, Julien, à celle de Pierre. J'ai peur. S'il te plaît, réponds. Je t'aime. Le message s'était coupé. Je m'étais figé. Le monde avait cessé de tourner. La douleur dans ma poitrine s'était instantanément cristallisée en quelque chose de froid, de dur et de coupant. Elle ressemblait à la voiture de ton frère. J'avais lentement levé la tête. Pierre était assis à 3 mètres de là. Une infirmière lui pansait le flanc. Pierre qui était arrivé à la maison juste à temps. Pierre qui savait exactement où se trouvait Henderson. Pierre qui avait été le mouton noir écarté pour la promotion. J'avais regardé mon frère. Pierre m'avait rendu le regard, ses yeux fuyants, nerveux. « Qu'est-ce que le docteur a dit? » avait demandé Pierre. Je m'étais levé. J'avais tendu le bébé à une infirmière stupéfaite, debout à proximité. « Tenez-la, avais-je dit, ma voix dénuée d'humanité. « Couvrez ses oreilles, monsieur, avait demandé l'infirmière, effrayée. J'avais marché vers mon frère. « Julien, Pierre s'était levé en grimaçant. Tu as l'air différent. »« Joue le message vocal, avais-je dit, ma voix plate. »« Quoi? » J'ai dit joue le message vocal que Marie m'a laissé, celui que j'ai bloqué. Le visage de Pierre était devenu pâle. « Julien, tu es en état de choc. Laissons-nous nettoyer. » Elle a dit qu'elle avait vu ta voiture, avais-je dit en m'approchant. Elle a dit qu'elle avait vu ta voiture attendre pour l'emmener. C'est fou, avait ri nerveusement Pierre, reculant. J'étais au club, j'ai des témoins. Marie était confuse, elle était paniquée. Elle était lucide, avais-je dit. Plus lucide que moi. Plus lucide que toi. J'avais bondi. Je me fichais d'être dans un hôpital. Je me fichais des caméras. J'avais attrapé Pierre par la gorge et l'avais plaqué contre le distributeur automatique. Le verre avait volé en éclats, faisant pleuvoir des barres chocolatées et des boissons sur le sol. « Dis-moi la vérité, Pierre !» avais-je rugi. « Tu l'as vendu? Tu leur as donné les codes? »« Lâche-moi !» Pierre s'était débattu, me frappant à la mâchoire. Je n'avais pas scellé. J'avais claqué Pierre plus fort. « Tu l'as fait? »« Oui !» avait crié Pierre, son visage virant au violet. « Oui, d'accord, je l'ai fait. » La salle d'attente était devenue silencieuse. J'avais légèrement desserré ma prise, permettant à Pierre de respirer mais pas de s'échapper. « Pourquoi? »« Parce que tu as tout, » avait craché Pierre, les larmes se mélangeant au sang sur son visage. « Tu as la couronne, tu as l'argent, tu avais la femme parfaite, et je ne suis que le frère raté. O'Donnell m'a offert la ville, Julien. Il a dit qu'il ne lui ferait pas de mal. Il a promis que ce n'était qu'un levier. Tu as fait confiance à O'Donnell plutôt qu'à ton propre sang, avais-je murmuré. Je ne pensais pas qu'elle mourrait, avait sangloté Pierre. Je voulais juste te rabaisser, Julien.
Je voulais que tu perdes l'affaire pour que je puisse intervenir et sauver la situation. Je voulais être le héros pour une fois. J'avais regardé mon frère. J'avais vu le garçon avec qui j'avais grandi, le garçon que j'avais protégé des brutes, le garçon que j'avais aimé. Puis, j'avais regardé l'infirmière qui tenait Aurore, ma fille, qui ne connaîtrait jamais la chaleur de sa mère parce que Pierre voulait se sentir important. J'avais tendu la main vers la ceinture de Pierre et en avait sorti son propre pistolet, celui qu'il avait porté hors de l'entrepôt. Julien, non, avait supplié Pierre, levant les mains. Je suis ton frère. Mon frère est mort ce soir, avais-je dit froidement, avec ma femme. Monsieur, posez l'arme, avait crié un garde de sécurité de l'hôpital, tirant son arme. J'avais regardé le garde. Éloignez-vous, c'est une affaire de famille. J'avais regardé Pierre à nouveau. Tu voulais être le patron, Pierre. Eh bien, le patron fait les choix difficiles. Julien, s'il te plaît. Bang! J'avais tiré un seul coup de feu dans la jambe de Pierre, lui brisant la rotule. Pierre s'était effondré, hurlant d'agonie. Je me tenais au-dessus de lui. Je n'allais pas le tuer. Pas ici. Pas vite. La mort était trop facile. Je ne vais pas te tuer, Pierre, avais-je dit en me penchant. Je vais te laisser vivre, mais tu vivras dans une cellule. J'appelle la police et je leur donne tout. L'accord O'Donnell, l'entrepôt, le meurtre et toi. Tu ne peux pas, avait haleté Pierre. Tu vas tomber aussi. Je m'en fiche, avais-je dit. Je n'ai plus rien à protéger qu'elle. J'avais désigné le bébé. Je m'étais tourné vers le garde de sécurité, laissant tomber l'arme sur le sol. J'avais levé les mains. Je me rends, avais-je dit. Emmenez-moi. La salle d'interrogatoire du 19e arrondissement de police était plus froide que la morgue. C'était un froid délibéré, conçu pour faire frissonner les hommes, pour qu'ils s'enveloppent les bras et se sentent petits. Mais Julien aussi n'avait pas frissonné. Je m'étais assis sur la chaise métallique, mes mains menottées à la table, fixant le miroir sans teint. Je portais toujours mon pantalon de smoking, bien que la chemise ait été prise comme preuve, remplacée par un pull gris fourni par le poste, qui sentait l'eau de Javel et la peur d'autres hommes. J'étais assis là depuis 6 heures. Je n'avais pas demandé d'avocat. Je n'avais pas demandé d'eau. Je rejouais le son du moniteur cardiaque qui s'était aplati dans ma tête. Bip, bip. C'était un son qui avait réécrit mon ADN. La porte avait bourdonné et s'était ouverte. Le détective Miller était entré. C'était un homme fatigué avec des taches de café sur sa cravate et la réputation d'être le seul flic de Paris que la famille Rossi ne pouvait pas acheter. Miller s'était assis, laissant tomber un lourd dossier sur la table. « Votre frère est en chirurgie, » avait dit Miller, sa voix rauque. « Les médecins disent qu'il gardera la jambe, mais il marchera avec une canne pour le reste de sa vie, s'il vit aussi... » Longtemps, je n'avais pas scellé. Il ne vivra pas. C'est une menace, Julien, avait demandé Miller, se penchant en avant, parce que vous faites déjà face à 2 chefs d'accusation de meurtre pour les hommes de l'entrepôt, plus agression avec une arme mortelle sur votre frère. Je peux ajouter conspiration à cette liste très rapidement. Ce n'est pas une menace, avais-je dit. Ma voix creuse, dépourvue du charisme qui avait autrefois charmé les membres du conseil municipal. C'est un fait. Pierre est faible. Les requins sentiront le sang dans l'eau avant même qu'ils ne soient traités. Miller avait soupiré, se frottant les tempes. Écoutez, Julien, je sais ce qui s'est passé ce soir. Nous avons trouvé l'entrepôt. Nous avons trouvé Silas Thorne. Nous avons trouvé la connexion O'Donnell. Nous savons que vous n'avez pas commencé ça, mais la loi ne se soucie pas de la justice poétique. Vous avez tué des gens. Vous avez tiré sur votre frère dans une salle d'attente d'hôpital. Vous allez y rester longtemps. J'avais finalement levé les yeux. Mes yeux étaient des vides sombres. Je ne me soucie pas de moi, Miller. Qu'est-ce qui arrive à la petite? Miller avait fait une pause. Il savait que c'était le levier. Le bébé, elle est sous protection. Les services sociaux sont en route.
La mère étant décédée et un père sur le point d'être inculpé pour un double homicide, elle ira dans le système, famille d'accueil. Ça va vite. Mes mains s'étaient serrées en poing, les menottes cliquetant contre la table en acier. Le système. Je connaissais le système. Je savais ce qui arrivait aux filles dans le système qui n'avaient personne pour veiller sur elles. Elles devenaient des statistiques. Non, avais-je murmuré. Alors donnez-moi quelque chose, avait dit Miller doucement. Vous voulez la sauver de cette vie. Vous voulez vous assurer qu'elle ne finira pas dans un foyer du Bronx. Alors vous devez négocier. Vous devez me donner quelque chose qui vaut plus que votre vie. J'avais fermé les yeux. J'avais vu le visage de Mary. J'avais vu la notification sur mon téléphone. Appel bloqué. J'avais construit un empire pour la protéger, et l'empire l'avait tuée. L'argent, le respect, la peur. Tout n'était que cendre. Je vous donne tout, avais-je dit. Miller avait froncé les sourcils. Qu'est-ce que tout? Les O'Donnell, les Vane, les juges sur la masse salariale, les routes maritimes, les façades de blanchiment d'argent à Marseille, les comptes offshore au Cayman. Je vous donnerai les codes, les registres, les noms. Je brûlerai tout le monde souterrain de Paris. Miller m'avait regardé, stupéfait. Vous savez ce que vous faites, n'est-ce pas? Vous devenez une balance. Vous êtes un homme mort. Vous ne tiendrez pas une semaine en population générale. Je n'ai pas besoin de tenir une semaine, avais-je dit, regardant le détective avec une intensité terrifiante. J'ai juste besoin de tenir assez longtemps pour signer l'accord. Je veux que ma fille soit placée chez ma tante à Florence. C'est une civile. Elle est propre. Vous sortez Aurore du pays, vous créez une fiducie avec l'argent propre qu'il me reste, et vous vous assurez qu'elle ne connaisse jamais mon nom avant ses 18 ans. Vous faites ça et je vous donnerai les clés du royaume. Miller avait ouvert son carnet, son stylo flottant au-dessus du papier. Vous allez vraiment détruire l'héritage de votre famille pour un bébé que vous avez tenu 5 minutes? Mon héritage est mort sur cette table d'opération, détective, avais-je dit. Commencez à écrire. La purge qui avait suivi avait été connue dans la presse comme le Rico de Rossi. Il avait fallu 6 mois de déposition. J'étais resté dans une pièce sécurisée d'un centre de détention fédéral, parlant jusqu'à ce que ma voix soit rauque. J'avais détaillé des décennies de crimes organisés. J'avais impliqué Patrick O'Donnell, qui avait été arrêté sur son yacht en Méditerranée. J'avais exposé 2 sénateurs et un capitaine de police. Le monde souterrain avait hurlé pour mon sang. Il y avait une prime de 5 millions de dollars sur la tête de Julien Rossi. J'avais été transféré en isolement dans un établissement Supermax à Lannemezon, le seul endroit où il pouvait garantir que je ne serais pas poignardé sous la douche. Mais je ne me souciais pas de l'isolement. En fait, je l'accueillais. Le silence de la boîte de béton était le seul endroit où je pouvais entendre la voix de Marie. J'avais un accord de plaidoyer. 15 ans, éligible à la libération conditionnelle en sept pour assistance substantielle. C'était une peine miraculeuse compte tenu du nombre de morts, mais le gouvernement voulait les gros poissons et je les leur avais servis sur un plateau d'argent. Les années avaient commencé à se mélanger. Année 1, j'avais appris à faire des pompes jusqu'à ce que mes bras lâchent. J'avais lu tous les livres de la bibliothèque de la prison. J'avais reçu une photo d'Italie, un bébé potelé aux boucles noires, assis dans un rayon de soleil. Je l'avais scotché au mur à côté de ma couchette. Je la fixais pendant des heures. C'était la seule couleur dans un monde gris. Année 3. La prime sur ma tête était tombée. La plupart des hommes qui me voulaient de mort étaient maintenant dans des cellules à côté de moi ou morts eux-mêmes. Le syndicat O'Donnell s'était fracturé en gangs de rue rivaux. Le nom Rossi était de la boue. J'étais un fantôme, une légende de trahison. Année 5. J'avais reçu une lettre. Elle ne venait pas d'Italie. Elle venait de Fleury-Mérogis, de Pierre. Je n'avais pas parlé à mon frère depuis l'hôpital. Je n'avais pas demandé de ses nouvelles, mais la lettre était restée sur ma couchette pendant 3 jours avant que je ne l'ouvre.
Julien, ils me disent que tu seras bientôt éligible à la libération conditionnelle. Ça doit être sympa. Je suis en fauteuil roulant maintenant. L'humidité de cette cellule fait que mon genou me fait mal comme le feu chaque nuit. Je suppose que c'est ce que tu voulais. J'entends des choses ici. J'entends que tu as tout vendu. Ça en valait la peine. Tu es le roi des rats maintenant. Tu n'as plus de maison où retourner. Plus de soldats, plus de respect. Tu penses que cet enfant va t'aimer? Elle ne sait même pas que tu existes. Tu n'es qu'un monstre dans une histoire que quelqu'un d'autre lui raconte. Je pourris ici à cause de toi. N'oublie jamais ça, Pierre. J'avais lu la lettre une fois, puis l'avais déchirée en petits morceaux et l'avais jetée dans les toilettes. Pierre avait tort. Il ne pourrissait pas à cause de moi. Il pourrissait parce qu'il avait choisi l'envie plutôt que la loyauté. En servant, je suis sorti de l'année-maison un mardi matin. Le vent était vif, sentant le pain et la liberté. J'avais 38 ans, mais j'en paraissais 50. Mes cheveux étaient poivre et sel, et des rides profondes étaient gravées autour de mes yeux. Il n'y avait pas de limousine qui m'attendait. Il n'y avait pas d'entourage, juste une berline gouvernementale et un marshal américain nommé Henderson, sans rapport avec l'homme que j'avais tué. « Nous avons vos papiers, Monsieur Rossi », avait dit Henderson, me tendant un passeport. « Nouveau nom, David Rousseau. L'ironie, n'est-ce pas? Billet simple pour Rome. De là, vous êtes seul. Vous mettez un pied aux États-Unis à nouveau, l'accord est nul, et les restes d'O'Donnell vous trouveront. Vous comprenez? » « Je comprends, avais-je dit. J'avais pris le passeport, il me semblait léger. « Votre tante Maria vous attend en Toscane, avait ajouté Henderson. Et la petite? J'avais senti une boule dans ma gorge. La petite? Elle avait 7 ans maintenant. Ah, c'était une personne, pas juste un bébé. Est-ce que qu'elle sait? Avais-je demandé. Elle sait que son père arrive, avait dit Henderson. Elle ne sait pas qui était son père. Toscane, Italie. Le vignoble était exactement comme je me souvenais des étés de mon enfance. Des rangées de Sangiovese s'étiraient sur les collines, baignées par la lumière dorée de l'or bleu qui n'existe qu'en Italie. L'air sentait la terre et le romarin. Le taxi m'avait déposé au bas de la longue allée de gravier. Je voulais marcher. Je devais me préparer. J'avais affronté des tueurs à gages, des juges et des agents fédéraux sans sourciller. Mais la pensée de monter cette colline me terrifiait. Et si elle me haïssait? Et si elle me regardait et voyait la violence dans mes yeux? J'avais atteint le sommet de la colline. La ferme en pierre était chaleureuse et invitante. Du lierre grimpait sur les murs. Une femme âgée était assise sur le porche, écossant des petites pois dans un bol. Tante Maria, elle avait levé les yeux, plissant les yeux contre le soleil, puis avait laissé tomber le bol. Julien, avait-elle murmuré. Se signant, elle avait descendu les marches en hâte, m'embrassant. Elle sentait l'ail et le savon à la lavande. J'avais enfoui mon visage dans son épaule, me permettant pour la première fois en 7 ans de me sentir humain. « Tu as l'air maigre », avait-elle réprimandé, se reculant pour me regarder, les larmes aux yeux. « Trop maigre. »« Je vais bien », avais-je dit. « Où est-elle? » Maria avait pointé du doigt le vieux chêne près des écuries. Je m'étais retourné. Une fille était assise sur une balançoire en pneus, lisant un livre. Elle portait une robe d'été jaune. Ses cheveux étaient un désordre de boucles noires, exactement comme ceux de Marie. Mon cœur battait la chamade. J'avais marché lentement sur l'herbe. Le craquement de mes bottes l'avait fait lever les yeux. Elle s'était figée. Ses yeux étaient verts. Des yeux verts perçants, intelligents. Les yeux de Marie. Je m'étais arrêté à 3 mètres. Je ne savais pas quoi faire de mes mains. Je les avais mises dans mes poches. « Ciao !» avais-je murmuré. La fille m'avait fixé. Elle avait fermé son livre. « Sei il mio papa? »« Es-tu mon père? » J'avais hoché la tête, la gorge serrée. « Si, sono io. » Aurore ne m'avait pas couru après. Elle n'avait pas crié. Elle m'avait étudié avec un sérieux qui m'avait brisé le cœur.
Elle avait glissé de la balançoire et s'était approchée de moi, s'arrêtant à quelques centimètres. Elle avait regardé mes mains, rugueuses et cicatrisées par le travail en prison. Elle avait regardé le gris de mes cheveux. Zia Maria a dit que tu étais partie, avait dit Aurore, passant à l'anglais. Son accent était un beau mélange d'italien et de netteté américaine. Elle avait dit « Tu combattais des monstres ». Je m'étais agenouillé pour pouvoir la regarder dans les yeux. Je le faisais, mais j'ai fini de me battre maintenant. « Tu as gagné ?» avait-elle demandé. J'avais pensé à la chaise vide à ma table de dîner. J'avais pensé à la tombe à Paris que je ne pourrais jamais visiter. J'avais pensé aux 7 années perdues dans une boîte de béton. Non, avais-je dit doucement. Je n'ai pas gagné, mais j'ai survécu. Et je suis là. Aurore avait tendu la main et touché mon visage. Sa main était petite et chaude. Maman est un ange maintenant. Elle nous regarde. Je sais, avais-je suffoqué, une larme s'échappant. Je sais qu'elle l'est. C'est bon, avait murmuré Aurore, s'avançant et m'enlaçant de ses petits bras. Tu es à la maison maintenant. J'avais fermé les yeux et l'avais serrée en retour. C'était la première fois que je la tenais depuis l'entrepôt. Elle s'adaptait parfaitement à ma poitrine. La glace qui avait encerclé mon cœur pendant 7 ans avait commencé à se fissurer, fondant sous la chaleur de l'étreinte de ma fille. 3 mois plus tard, la vie dans le vignoble était simple. Je travaillais la terre. Je me réveillais à l'aube, taillais les vignes, réparais les clôtures et apprenais à cuisiner. Je me faisais appeler David. Les voisins me connaissaient comme le neveu silencieux de Maria, qui avait eu des problèmes aux États-Unis, mais était un travailleur acharné. Je n'avais pas d'armes. Je ne fermais pas mes portes à clé. Un soir, après qu'Aurore se soit endormie, j'étais assis sur le porche avec un verre de vin. Les grillons chantaient un son rythmé et paisible. Mon téléphone jetable, un simple clapet, que je gardais uniquement pour les urgences, avait vibré sur la table. Je l'avais fixé. Peu de gens avaient ce numéro. Tante Maria, Jean Suzanne, le médecin local et mon avocat à Paris. Je l'avais décroché. « Bonjour, Monsieur Rossi. » La voix de l'avocat était sèche, professionnelle. « J'ai des nouvelles concernant votre frère, Pierre. » J'avais pris une gorgée de vin. « J'écoute. » Il y a eu un incident dans la cour de la prison de Fleury-Mérogis ce matin, avait dit l'avocat. Il semble que Pierre ait accumulé des dettes de jeu qu'il ne pouvait pas payer. Ou peut-être était-ce un ancien contrat O'Donnell qui a finalement été encaissé. Ce n'est pas clair. Est-il mort? Avais-je demandé. Je n'avais senti aucune accélération de mon pouls. Il a été poignardé 19 fois, avait confirmé l'avocat. Il est décédé dans l'ambulance. Je pensais que vous deviez le savoir. L'État s'occupera de l'enterrement, à moins que vous ne vouliez réclamer le corps. J'avais regardé les rangées de vignes argentées au clair de lune. J'avais pensé à Pierre dans la salle d'attente de l'hôpital, blâmant tout le monde sauf lui-même. J'avais pensé à la voiture de Pierre qui attendait pour enlever Marie. Non, avais-je dit, je ne le connais pas. Laissez l'État l'enterrer. Très bien. Il y a une dernière chose, Monsieur Rossi. Nous avons trouvé une lettre dans sa cellule, adressée à vous. Voulez-vous que je la lise? Non, avais-je dit immédiatement. Brûlez-la. Êtes-vous sûr? Le passé est mort, maître. Qu'il reste mort. J'avais raccroché le téléphone. J'avais retiré la carte SIM et l'avais cassée en 2. Puis j'avais cassé le téléphone lui-même, jetant les morceaux dans les hautes herbes. Je n'avais pas ressenti de triomphe. J'avais ressenti un soulagement. Le dernier film reliant au sang et au bruit était coupé. Pierre était parti. Les O'Donnell étaient partis. Julien Rossi était parti. Seul un père restait. Je m'étais levé et étais retourné à l'intérieur de la maison. J'avais monté les escaliers tranquillement, les planchers en bois grinçant sous mon poids. J'avais poussé la porte de la chambre d'Aurore. Elle dormait, étendue sur le lit, avec l'intrépidité d'un enfant qui n'avait jamais connu de vrai danger. Le clair de lune inondait son visage. Je m'étais assis sur la chaise dans le coin, la regardant respirer, dedans, dehors, dedans, dehors. C'était le rythme de ma vie maintenant.
Je me souvenais de la fête au Grand Palais, du champagne, de l'arrogance, du sentiment que j'étais le maître de l'univers. J'avais été un fou. J'avais été un roi de rien. J'avais regardé la table de nuit à côté du lit d'Aurore. Là, dans un petit cadre en argent, il y avait une photo de Marie. C'était celle du contact sur mon téléphone, celle que j'avais bloquée. J'avais tendu la main et touché le verre. J'écoute maintenant, Marie, avais-je murmuré dans l'obscurité. J'écoute chaque souffle qu'elle prend. Je le promets. Aurore s'était agitée, se tournant dans son sommeil. Papa, avait-elle marmonné, à moitié éveillée. Je suis là, ma chérie, avais-je dit doucement. Rends-toi, redis-moi, est-ce que tu penses que c'était le bon choix de tout laisser tomber, même ma liberté pour elle? Je ne sais plus, tu sais. Vérifie sous le lit, avait-elle murmuré. Pour les monstres. J'avais souri, un sourire triste mais sincère. J'ai déjà vérifié. Il n'y a pas de monstres ici. Je les ai tous envoyés loin. D'accord, avait-elle soupiré, se rendormant. Bonne nuit. Bonne nuit. Je m'étais adossé à la chaise. Je resterai ici jusqu'au matin. Je veillerai sur elle pendant qu'elle rêvait. Je ne manquerai plus jamais un appel, un cri ou un murmure. Le chef de la mafia était mort. Mais le père commençait juste à vivre. Et aujourd'hui, vraiment, je ne sais pas. Parfois, je pense que c'était la meilleure chose qui pouvait m'arriver. D'autres fois, je suis sûr d'avoir commis une erreur irréparable. C'est sûrement les deux à la fois. La vie, c'est comme ça, non? Rien n'est jamais simple, ni tout blanc, ni tout noir. Il n'y a pas de fin parfaite, juste un chemin qu'on continue de tracer. Mais c'est mon chemin, c'est ma vie. Et chaque jour avec Aurore, malgré les ombres qui me suivaient, a plus de valeur que tout l'empire que j'ai laissé derrière moi. C'est une paix fragile, mais c'est la mienne.